Bienvenue une fois de plus à toutes et à tous. Et nous sommes ravis de vous accueillir à cette autre édition d'Amco Webinar Service. Donc, on va devoir commencer. Aujourd'hui, nous aurons une présentation de M. Eddy Nanga. Eddy Nanga est ingénieur à Lyotte et spécialiste des questions de gestion et de gouvernance des aires marines protégées. Donc, aujourd'hui, il va vous donner une présentation qui va porter sur l'amélioration de l'efficacité de gestion des aires marines protégées. Et comme cas d'étude, il va s'appuyer sur le très récent ou très nouvellement créé parc marin Mayangena et Lambo Campo. Donc, Eddy, si tu es prêt, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Alors, je suis très ravi d'être là devant vous ce soir, devant ce territoire qui est diversifié. Je vois qu'il y a des personnes qui sont hors de AMCO, c'est assez intéressant. Et surtout qu'on va discuter d'un sujet très important qui contribue à la conservation de la biodiversité marine, qui permet à l'être humain de bénéficier des services écosystémiques. Alors, ce jour, le sujet que nous allons aborder, c'est l'amélioration de l'efficacité de gestion des aires marines protégées, cas du parc marin Manyangena et Lobo Campo. Alors, ma présentation sera faite suivant les articulations séquentes. Donc, on aura une définition des concepts clés. Ensuite, nous allons présenter les rôles et bénéfices des aires marines protégées ainsi que les menaces qui pèsent sur elles. Faire un clin d'œil au niveau de notre AMP et finir, entrer dans le vif du sujet. Nous allons présenter comment nous avons évalué l'efficacité des gestions du parc marin Manyangena et Lobo Campo et quelle est la planification que nous avons eu à proposer. Alors, tout d'abord, il est important de savoir que c'est qu'une aire marine protégée. Ça, c'est une définition de l'UICN qui est la plus complète à mon sens, mais c'est également la définition d'une aire protégée parce qu'on a deux catégories d'aires protégées, les aires protégées terrestres et les aires protégées marines, mais avec la même définition. Alors, une aire marine protégée, c'est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tous moyens légaux efficace afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et valeurs culturelles qui y sont associés. Alors, je ne vais pas vous demander de garder la très longue définition. Je vous ai aidé en vous conseillant de garder uniquement les mots en brillance rouge. Donc, ça va donner ceci. Une aire protégée est un espace défini, reconnu, géré pour la conservation de la nature et des valeurs culturelles associées. D'abord, c'est qu'une aire marine protégée. Et pour qu'elle puisse bien fonctionner, elle a deux concepts qu'il faudrait bien appliquer pour pouvoir permettre que l'aire marine protégée puisse jouer son rôle effectivement. Donc, le premier concept, donc, c'est la gouvernance. Alors, c'est quoi la gouvernance? La gouvernance, c'est donc l'exercice du pouvoir de l'autorité en charge d'une AMP qui implique toutes les parties prenantes pour exercer leurs droits, remplir leurs obligations et résoudre les conflits. Alors, la gouvernance ici est le facteur primordial pour déterminer l'effectivité et l'efficacité de la gestion. C'est-à-dire, ce sont les relations de pouvoir. Si on ne met pas de bonnes bases pour ce qu'est la gouvernance d'une AMP, même si on a beaucoup de ressources, même si on a les dernières techniques en termes de mesures de gestion, la probabilité pour que l'AMP n'assure pas son rôle, elle est très forte. La gouvernance est vraiment un facteur clé. Alors, pour ce qui est de la gouvernance, nous avons plusieurs types de gouvernance. Alors, il y a la gouvernance étatique. Ça veut dire qu'une AMP est sous l'autorité de l'État. Il y a la gouvernance partagée. Ça veut dire qu'une aire protégée est sous l'autorité de plusieurs entités. C'est le cas de la trinationale La Sanga. Donc, une aire protégée qui est partagée entre le Cameroun, le Congo et la RCA. Alors, on a une gouvernance privée. Ici, l'État peut décider de concéder une aire protégée à une ONG ou à une entreprise. Et pour finir, on a les aires protégées à gouvernance communautaire ici.
les marines protégées est sous l'autorité du chef-lieu traditionnel d'un peuple autochtone ou alors d'une communauté locale tout simplement. Alors, peu importe le mode de gouvernance qui est appliqué à une aire marine protégée, le plus important, c'est que les critères de bonne gouvernance puissent être appliqués. Et c'est quoi les critères de bonne gouvernance? Nous avons par exemple la légitimité et la parole. Ici, il s'agit en fait de se rassurer que toutes les mesures qui ont été prises pour pouvoir gérer une aire marine protégée ont été choisies de commun accord avec toutes les parties prenantes et tous les acteurs. Il y a la direction. La direction ici, c'est lorsqu'on établit l'AMP, il y a un objectif et une vision de l'AMP qui doit être partagée par toutes les parties prenantes. Il y a la performance. Il faudrait que les ressources dont dispose l'AMP puissent être utilisées efficacement. Parce que les ressources sont toujours insuffisantes. Il y a la responsabilité, important pour que tous les acteurs puissent avoir un rôle pertinent dans le bon fonctionnement de l'AMP. La transparence, bien évidemment. Il faudrait que les informations liées à la gestion de l'AMP puissent être accessibles à tous les acteurs et à toutes les parties prenantes. Et pour finir, le droit humain, ça renvoie au respect des uns et des autres dans cette atmosphère-là, tout en pensant également aux générations futures quand on parle de conservation. Alors ça, c'est la première composante de la gouvernance. La deuxième composante, donc, c'est la gestion. C'est quoi la gestion d'une AMP? C'est donc l'ensemble des processus destiné à contrôler ou orienter la faune, la flore et la faune afin de modifier ou de stabiliser les valeurs d'une AMP. Alors les valeurs ici, c'est comme une espèce emblématique, baleine, dauphin, requin, raie, tortue marine, samantin, ou alors un habitat sensible, les récifs, les herbiers, les mangroves, ou même un processus écologique qu'on voudrait protéger, qu'on puisse continuer à bénéficier des services écosystémiques que nous avons. Donc, c'est dans ça la gestion. Et la gestion donc découle dans ce qu'on appelle l'objectif de gestion. Lorsqu'on crée une aire marine protégée, on a un objectif premier de gestion. Et si l'UICN a catégorisé les AMP en catégorie de gestion, c'est-à-dire ça permettra à ce qu'on puisse faire des comparaisons entre les AMP, voir celles qui fonctionnent mieux, pour que celles qui fonctionnent le moins bien puissent s'inspirer des meilleures AMP. Dans cette catégorisation, on va de la préservation stricte des écosystèmes jusqu'à la valorisation durable des ressources. Par exemple, la catégorie 1, ici c'est la protection intégrale. C'est le cas des lacs jumeaux de Manengunga. Là-bas, on n'y pénètre pas, ce n'est que la protection. La catégorie 2, par exemple, c'est la protection de la ressource, mais on peut y faire la sensibilisation, de l'éducation et la recherche. C'est le cas du parc de Waza. La catégorie 3, c'est la protection des monuments naturels, soit une colline, une montagne ou alors une grotte souterraine. En catégorie 4, c'est la conservation par action de l'homme pour pouvoir protéger un habitat spécifique ou une espèce emblématique. C'est le cas de la réserve de faune du lac Ossa, qui est considérée comme le sanctuaire du Lamantin au Cameroun. Et en catégorie 5, ce sont des paysages ou des paysages marins où on met des actions pour essayer de restaurer ces habitats-là. Et enfin, la catégorie 6, on protège la biodiversité, mais les protéger également, valoriser à travers les activités de loisirs, de sensibilisation, d'éducation environnementale, de recherche, et on permet aussi à la communauté locale d'exploiter la ressource de façon artisanale et durable. Donc voilà un peu les différentes catégories de gestion de l'UICN. Alors pour finir, donc, on va résumer les caractéristiques d'une AMP. Donc une AMP, à partir de sa définition que j'ai donnée plus tôt, une AMP est donc cet espace-là défini. Donc, il faudrait qu'une espace ait une superficie. Elle doit être reconnue donc, sous un modèle de gouvernance. Elle doit être gérée, c'est-à-dire ici avoir un objectif de gestion qui sera dont les activités ou des programmes seront détaillés dans le plan de gestion. Il faudrait avoir des ressources pour pouvoir être plus efficace et le tout c'est pour la conservation du milieu marin à long terme. Donc voilà les caractéristiques d'une AMP. S'il n'y a pas ces caractéristiques, généralement on appelle ça des paper parts, c'est-à-dire juste un trait qu'on a mis mais qui ne joue pas son rôle normalement. Alors après donc, ces concepts qui sont importants pour nous pour mieux cerner ce que c'est qu'une AMP. Alors c'est quoi les avantages d'une AMP? Alors une AMP
dans le monde de la conservation, on appelle ça la pierre angulaire de la conservation de la biodiversité. Pourquoi? Parce qu'elle offre beaucoup de services. Alors, par exemple, une AMP qui fonctionne bien pour octroyer un milieu marin productif. Ça veut dire qu'il pourra favoriser la diversité génétique, la production primaire qui est la source principale de poissons que nous aimons manger. Si une AMP fonctionne bien, elle pourra offrir un milieu marin fonctionnel. Donc ici, protéger les habitats sensibles comme des récifs et les éviers. Et les éviers ici séquestrent plus de carbone que les forêts équatoriales tropicales. Okay? Une aire marine protégée qui fonctionne bien offre un milieu marin vivant. C'est-à-dire on aura des grands prédateurs, des grands mammifères qui, à travers leur rôle, peuvent rendre l'AMP marin résilient face au changement climatique. Et puis, parce que l'AMP fonctionne bien, elle peut nous octroyer un milieu marin équilibré qui permet de maintenir la ressource halieutique qui est d'ailleurs considérée comme le capital pour les communautés locales parce que c'est la principale source de leurs revenus. Alors, l'AMP également joue un rôle de soutien pour la pêche. Après son phénomène de spillover. Spillover ici, là, c'est le déplacement de la ressource halieutique de l'AMP vers les ressources, vers les périphériques de l'AMP. Parce que l'AMP ici protège les zones de reproduction, d'alimentation et de protection de la ressource halieutique. Comme autre rôle de l'AMP, on peut y mener de la recherche, on peut y mener de la recherche pour mieux comprendre comment fonctionne le terrain. On peut faire de l'éducation, de la sensibilisation, même des activités de loisirs comme la plongée sous-marine. Alors, au-delà de tous ces rôles et bénéfices de l'AMP, l'AMP est également soumis à mise à des menaces. La première menace, bien évidemment, c'est la pêche INN qui, à travers ses activités, détruit l'habitat benthique. Mais également la pollution sonore. Vous savez que les sites accessibles par écolocalisation. Et lorsque leur écho entre en résonance avec l'écho, et bien, généralement, ça les trouble un peu et ça les désoriente. Et parfois, on peut les retrouver échoués au niveau des plages. Il y a également l'extraction minière. Et voilà, ces impacts ne sont plus à démontrer, mais aussi de la pollution plastique. Il y a des espèces comme les dauphins et les tortues marines qui parfois confondent leur proie avec le plastique. Et ces matières-là, ça peut les étouffer et continuer jusqu'à leur mort. Alors, cet état de lieu n'est pas épargné au Cameroun. Parce que quand nous venons au Cameroun, nous avons 3 aires marines protégées. Nous avons le parc national de Ndongolé, nous avons le parc national Douala Edea. Pour finir, nous avons le parc marin Manyangana et Boutam. Et quand nous comparons les caractéristiques qu'on a effectuées pour les caractéristiques de ces AMP, on va se rendre compte qu'effectivement, elles ont des superficies, elles ont un modèle de gouvernance, elles ont une catégorie de gestion. Mais pour ce qui est du statut, le parc national d'Ongouré est encore proposé. Ça veut dire qu'il n'est pas encore une AMP effective. Aucune des aires marines du Cameroun a un plan de gestion, ce qui n'est pas bien. Tout ça doit entrer dans le vif du sujet, qui est l'évaluation d'efficacité de gestion. Et pour commencer par cette évaluation d'efficacité de gestion, il y a 2 notions qu'il faudrait cerner pour mieux comprendre ce que c'est que l'évaluation d'efficacité de gestion. Il y a la notion de travail bien fait et utile. Je vais prendre un exemple. Un éco-garde qui fait des patrouilles dans une aire protégée. Il identifie les braconniers, il les arrête et voilà, c'est un travail bien fait. Par contre, si les braconniers ont la faute, comme on dit au Cameroun, le juge, après on les libère, ils partent encore braconner. Le travail de l'éco-garde sera considéré comme un travail inutile. On a un chercheur qui fait son suivi écologique, il remet les données aux décideurs ou à l'unité de gestion qui, lorsqu'il va prendre une décision, ne tient pas compte du moment. Quand il y a des données aux décideurs, ça va bien. Mais lorsque les décideurs vont prendre des résolutions, s'ils ne tiennent pas compte des informations du chercheur, le travail du chercheur sera considéré comme inutile. Donc, c'est à partir de ce concept, de cette idée, que l'UICN a eu à mettre sur pied 2 cadres pour évaluer le modèle de gouvernance et l'efficacité de gestion.
Alors, pour le modèle de gouvernance, on appelle l'analyse de la gouvernance. Et cette analyse se fait en 5 étapes. Dans la première, c'est l'histoire et la culture. C'est rassurer que l'usage de l'AMP reflète des traits socio-culturels et vers la communauté locale concernée. Donc, une fois qu'on a fait cette étape-là, on va apprécier le type de gouvernance mis en place. Pour le type de gouvernance, on analyse l'étendard de droit et portée d'intérêt. Par la suite, c'est rassurer sur les disponibilités de gestion. Et pour finir, apprécier le processus. Une fois qu'on a fait cette analyse-là, on va donc décider soit on change le modèle de gouvernance pour sauver l'AMP, ou alors on améliore la qualité de la gouvernance en renforçant les critères de bonne gouvernance. Vous me suivez là? Là, ouais, c'est bon. Ok, ça marche. Donc, alors, phase 1, donc, c'est de rassembler une équipe avec les outils de la méthodologie. Phase 2, il est question de rassembler les informations à travers les causeries communautaires pour essayer d'apprécier comment est-ce que le processus de gouvernance est appliqué au bâtiment. Alors, en phase 3, c'est le diagnostic, c'est l'analyse des données qui ont été collectées dans ces focoscopes-là, et à la fin, proposer un plan d'action pour améliorer le modèle de gouvernance. Donc, au niveau du parc marin, ce qu'on a eu comme information, c'est que pour l'étape 1, effectivement, le parc marin reflète des traits socioculturels. Son nom, par exemple, Manangene de Bocampo, ce sont les noms de 2 rochers qui sont adulés par la communauté locale. Manangene qui veut dire rocher la torche, et Lombo qui veut dire rocher du Lombo. Et aussi, sur ce tronçon-là, la fête culturelle de la communauté locale qu'on appelle le Bar d'Ayassa est effectuée dans ce tronçon où la communauté locale pratique des rites pour essayer de remercier les ancêtres, pour fructifier l'abondance de leurs ressources naturelles. Pour le type de gouvernance, pour le moment, c'est la gouvernance étatique parce que l'AMP a une position géostratégique importante. Et les communautés locales ont une mauvaise perception de l'AMP du fait que la situation des pêcheurs n'est pas très bien organisée pour ce qui est l'association des pêcheurs. Et il existe encore quelques AMCO, GDA, il y en a plein d'autres, et le port autonome de Crime. Pour le processus de gouvernance, nous sommes plus focalisés sur la légitimité à la parole pour essayer d'apprécier. C'est vrai que le choix de l'AMP a été fait, on a tenu compte de la communauté locale, mais pour ce qui est la direction, dans la vision et les objectifs, on a eu l'impression que la communauté locale a été un peu impliquée parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les objectifs de l'AMP. Du coup, à un moment, ils pensaient que l'AMP a été mis en place pour leur intérêt pêche. Pour la responsabilité, on ne connaît pas encore exactement le rôle de tous les acteurs de l'AMP. Sur la transparence, pas encore d'informations accessibles. Et pour finir, comme option de gouvernance, nous avons proposé de garder la gouvernance étatique, mais en application des critères de bonne gouvernance. Alors, ça c'est pour ce qui est de la gouvernance. Alors, pour ce qui est de la gestion aussi, je vous l'ai dit tantôt, l'UICN a également créé un cadre pour pouvoir évaluer la gestion. Et ce cadre est constitué de 6 éléments, dont le contexte, ici c'est un élément qui permet de présenter la situation de l'AMP. Ensuite, on a le planning, c'est-à-dire où est-ce que nous voulons aller à partir des dates de départ. Ensuite, les inputs, les intrants, c'est-à-dire de quoi avons-nous besoin. Le process, quelles sont les approches que nous allons utiliser. Les résultats, qu'est-ce que nous avons réalisé. Et pour finir, les impacts, qu'est-ce qui a changé durant tout le processus. Et ça tourne comme ça en boucle. Et à chaque fois, on va évaluer à chaque composante pour se rassurer que nous avançons dans la ligne qui a été proposée. Et maintenant, pour donc utiliser ce cadre de réflexion, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place, parmi lesquels l'IMET,
Integrated Management Effectiveness Tool, c'est l'outil que nous avons utilisé parce qu'il est interactif, il est participatif avec la communauté. C'est un logiciel qui nous permet de remplir un certain nombre d'informations pour qu'on puisse apprécier l'état de gestion d'une AMP. Alors ici, il a permis de caractériser les éléments de base de l'AMP, les superficies, les ressources humaines, les éléments clés, les questions, tout ce qui va avec. Donc, une fois qu'on renseigne selon ce cadre de gestion-là, et à chaque fois, on va donner des points qui vont permettre à la fin d'avoir une note finale à dimension. Bien évidemment, il y a la colonne et la pour identifier les alternatives. L'AMP est délimitée, sauf que ces limites ne sont pas encore matérialisées. Ça, c'est le petit défaut. Avec la communauté locale, nous avons eu à identifier la faune, les espèces thématiques qui ont les cétacés, baleines de faune, tortues marines, requins, les oiseaux d'eau. Et également, nous avons fait la cartographie participative avec la communauté locale qui a permis qu'on puisse ressortir des éléments clés dans les habitats qui peuvent servir comme tourisme culturel, comme tourisme naturel. Et sans toutefois oublier la cartographie sensible que nous avons eu à relever. Et il faut aussi préciser que le parc marin est un site par excellence de pont de tortues marines. Alors, tout ça, le parc présente bien évidemment des menaces. Nous avons par exemple l'agro-industrie qu'on appelle agro-vert, qui serait de plus d'une certaine manière le marin excédent même basse-versant à travers le phénomène des ruissellements. Il pourrait enrichir le milieu pour entraîner des impacts dans le parc. Nous avons également la plaine qui persiste, donc ce qui continue à venir dans le parc marin. Et également ce projet futuriste de l'exploitation minière des monts mammaires qui sont juste au parc marin, qui sont au niveau des projets, et le grand projet du port à eau profonde de Kribi, qui est un grand projet pour le Cameroun, mais qui pourrait avoir des impacts également sur l'écosystème marin. On ne va pas oublier le prenage de tortues, qui serait bien évidemment évoqué ici, un phénomène qui a encore, malgré cette sensibilisation, quelques petits braconniers persistent encore à cette activité-là. Alors, il y a également la pêche artisanale qui a été décrite. Nous avons eu à identifier une zone de pêche. Du coup, avec la communauté locale, ce que nous allons faire, c'est essayer de monter un code de pêche, c'est-à-dire une réglementation communautaire qui va présenter des restrictions, des zones où on ne pêche pas, des engins qu'on n'utilise pas, et les périodes de repos qu'il faudrait traiter pour pouvoir maintenir. Il est important de faire comprendre aux communautés locales que la planification, en fait, ce n'est pas pour uniquement la conservation d'une AMP. Une AMP, on doit faire la conservation, bien évidemment, mais on a deux autres objectifs aussi. Plongée sous-marine, surtout pour développer des activités alternatives à la pêche économique. Aussi, se pencher sur pour pouvoir désintéresser la communauté locale. Alors, tout ceci est planifié sur un document qu'on appelle plan de gestion. Au Cameroun, on l'appelle plan d'aménagement. Le plan de gestion, c'est un document qui doit avoir une vision de l'AMP, les objectifs, le zonage, les règles de gestion et toutes les activités qui sont paquetées dans des programmes pour pouvoir faire de la conservation, la valorisation et le développement socio-économique au niveau du parc marin Manyarena et du Campo. Alors, au-delà de tous ces concepts de gouvernance et de gestion qui doivent être appliqués de façon correcte pour un bon fonctionnement des AMP, il est important de garder en esprit que tous les faits sont participatifs, consultatifs et co-consultifs avec
toutes les parties prenantes, sinon l'AMP ne pourra pas jouer son rôle fonctionnel comme cela le doit pour que nous puissions continuer à bénéficier des services écosystémiques qui en découlent. Sur ce, merci pour votre aimable attention. Merci Eddy pour cette présentation. Il est les échanges. Donc, j'invite les participants à prendre la parole pour ceux qui veulent interagir de façon vive, à lever juste la main et je leur passerai la parole. Ou pour ceux qui veulent intervenir de façon un peu plus passive, ils peuvent envoyer leurs questions, commentaires et suggestions dans la boîte de messagerie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis Germain Rakonou et je suis étudiant à l'Université Senghor dans le département environnement, spécialité gestion des aires protégées et de la biodiversité. Monsieur Teddy, merci beaucoup pour votre présentation qui est très intéressante, malgré le réseau qui fait défaut là. Oui, j'ai une question pour vous. Oui, j'aimerais savoir sur quelle base ou bien sur quels critères vous avez pu identifier des zones qui sont interdites de pêche. Ok, merci beaucoup Germain pour la question. Alors, les zones de pêche, ici, nous avons eu à faire une sorte de cartographie à 2 niveaux. Donc, nous avons caractérisé les zones benthiques, c'est-à-dire essayer de recenser les endroits où on retrouve les herbiers et les récifs, étant donné que ce sont des habitats où la faune écologique se reproduit, se nourrit et se protège. Donc, on a fait la caractérisation benthique où on a eu un premier shapefile, on a ces habitats sensibles-là. Maintenant, on fait dans la deuxième cartographie, là c'est avec les pêcheurs. On leur a remis des GPS portatifs et on leur a demandé d'aller faire tranquillement l'activité de pêche. Du coup, chaque fois qu'ils faisaient l'activité de pêche, les GPS retraçaient tous les endroits où les gars pêchaient. Et après, à la fin, on a fait une superposition de ces deux calques-là, ces deux chefs-là. Et quand on fait la superposition, on peut donc dire aux pêcheurs que ici, quand vous avez l'habitude de pêcher ici, c'est un endroit où il y a un récif, où il y a un herbier qui est important pour votre ressource. Donc, c'est mieux de pêcher ailleurs par rapport ici. Parce que si vous envoyez un filet moyen de fond, par exemple, il pourra capturer les petits poissons, peut-être contribuer à dégrader ces habitats sensibles. Donc, c'est cette approche que nous avons utilisée à travers ces deux chefs-files, à travers ces deux cartographies superposées, qui nous a permis d'identifier les zones sensibles où les pêcheurs devaient un peu esquiver d'une certaine manière pour ne pas amener l'activité de pêche. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Germain. Oui. Merci beaucoup. Et oui, j'ai aussi une autre question. Dans le processus de création du parc marin, est-ce que ceux qui pratiquent la pêche industrielle étaient impliqués dans le processus? Alors, je ne saurais avoir une réponse correcte à cette question parce qu'il n'y a pas, on n'a pas eu accès à un rapport, par exemple, de consultation lors du processus de création de cette AMP. Mais les actions actuelles montrent que les acteurs de la pêche industrielle sont au courant qu'il y a l'AMP, mais pensent qu'ils ne devraient pas pêcher en deçà des 3 miles nautiques. Parce que dans la loi camerounaise, la pêche industrielle c'est au-delà des 3 miles nautiques. Donc, eux, ils pensent qu'ils peuvent entrer dans l'AMP, mais pêcher au-delà des 3 miles, alors que c'est interdit. Parce que le décret est clair. Le décret mentionne comme objectif et dit l'introduction de la pêche industrielle. Donc, je pense qu'il y a un de diffusion de l'information et aussi renforcer le système de surveillance dans l'AMP parce que la pêche industrielle continue
à pratiquer leur activité jusqu'à présent. Et pourtant, le décret là, il y a clairement l'objectif qui interdit la pêche industrielle dans l'AMP. Ok, merci, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question, suggestion? You're also welcome to ask a question in English. We are bilingual here, so don't feel reluctant if you want to express yourself in English. Hello, greetings from Boya. Hi, welcome. Thank you, Amco. I just wanted to, just so that I can join the discussion because I came in a bit late. We are interested in developing marine activities on the coastline from Chico to Bakassi, the southwest region. And I don't know how helpful you can be in terms of vision and advice on the initial activities that we should do such that the project should be included. Thank you. Yeah. Non, merci beaucoup pour la question. C'est vrai que on est partenaire depuis longtemps. Et voilà, Amco également basé au niveau de l'IMB. Je pense qu'il y a des travaux, déjà beaucoup de travaux qui ont été menés là-bas. Donc, ce qui est simplement, c'est de caractériser au maximum ce qui est. Parce que même si on songe, puis Côte Nord, comme on appelle, doit également avoir une AMP. Il faudrait de comme caractériser ces points-là, c'est-à-dire caractériser l'habitat benthique, la faune, la flore, tout ce qui existe, la caractérisation socio-économique de la population, le modèle de gouvernance qui a prévu, il n'y a pas encore d'AMP, mais il y a quand même un système de gouvernance qui gère l'espace qui est actuellement présent au niveau de la côte nord. Donc, il faut caractériser, c'est après avoir caractérisé tous ces aspects qu'on pourra penser comment entamer un processus de création du NMI. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les grands organisateurs de conservation conseillent aussi, c'est de passer d'abord par les autres mesures de conservation efficaces par zone. Donc, c'est une autre manière de conserver la ressource en attendant que la population puisse bien intégrer le concept, accepter le concept avant qu'on puisse passer à un nouveau supérieur qui est la création d'une aire marine protégée. Merci beaucoup. Bon, pense. Merci beaucoup. On se et échanger avec contact direct. Merci beaucoup. Okay, you're welcome, Benjamin. Il y a une autre question dans le chat. Dis pas, il y a quelqu'un qui est intéressé de savoir si les actions, si nos actions, les actions d'Anco portent les actions de pêche à outrance, de pêche illégale, de pêche. Eddie, on ne te suit pas. Est-ce que tu peux reprendre? Présentement, ton micro est coupé. Monsieur, maintenant.
Ok, c'est bon. Beaucoup d'accompagnement. Il faut également faire beaucoup de recherches pour décrire l'habitat que vous voulez protéger et leur présenter les résultats. Leur faire comprendre que voilà l'état qui était avant, voilà ce qui est de maintenant. Ce sont vos actions par ricochet qui peuvent entraîner une réduction du poisson ou alors qui peut vous permettre de perdre en service écosystémique un habitat pour vous fournir. Donc, pour ce qui est du lac Ossa, je pense que AMCO est en train d'atteindre le but. Là-bas, c'est déjà très évolué, surtout qu'il y a un plan de gestion qui est en train d'être élaboré pour pouvoir structurer toutes ces activités-là afin d'améliorer le fonctionnement de l'AMP. Surtout que depuis 1948, l'AMP n'a pas de plan de gestion. Mais malgré l'absence de plan de gestion, on a su apporter des actions qui ont permis, par exemple, de réduire le plafonnage. Par exemple, presque éradiquer l'envahissement d'une plante qui avait presque colonisé plus de 50% du lac, sensibiliser beaucoup la communauté qui intègre le lamentin dans pratiquement la localité. Donc, sur ce plan, au niveau de la région de la pour ce qui est du parc marin, un des premiers succès que j'ai eu à apprécier là-bas, c'est qu'après les échanges, après avoir fait les causeries communautaires, après avoir fait cette évaluation IMET, après avoir fait la sensibilité là-bas, ils ont commencé à appréhender et à comprendre l'outil de l'AMP. Et du coup, ils ont sorti un thème comme ça qui m'a beaucoup bluffé. Ils ont appelé l'AMP leur capitale. C'est-à-dire, c'est l'endroit où on a notre principale source de revenus. Nous n'aurons pas blaguer avec, on va protéger notre capitale. Donc, c'est à la fin de cette phrase-là que je me suis dit, bon, voilà. C'est vrai qu'au départ, ils étaient très réticents quand on voulait poser avec eux, mais à la fin d'un de nos programmes, ils appellent l'AMP la capitale. Ça voudrait dire qu'ils commencent déjà à intégrer que l'AMP, c'est un outil qui permet de faire perdurer leurs ressources. Est-ce que je réponds à tes questions? Merci Eddie pour ces réponses. Il y a d'autres questions. C'est Edo qui pense que la gouvernance de cette AMP doit être améliorée et qui pose la question à savoir si les vagues de chaleur marine sont une menace pour les AMP. Et si on les a déjà étudiées, si on a étudié ces vagues de chaleur marine. Merci beaucoup, Seydou. Alors, qui la température, c'est évident que les vagues de chaleur aient un impact sur la production primaire, même sur les grands prédateurs et les grands insectes. Mais on a entamé les études pour ces vagues de chaleur-là. Nous pensons que pour le moment, il y a une description basique des espaces et travailler surtout sur le modèle de gouvernance. On vous l'a dit dans la présentation, le but n'est pas de changer directement un modèle de gouvernance, mais le but c'est de faire un suivi pour que les critères de bonne gouvernance puissent être appliqués. Peu importe le modèle de gouvernance que nous avons, qu'il soit étatique, partagé, communautaire ou privé, une fois qu'il est mis en place, il faudrait juste que les critères de bonne gouvernance puissent être appliqués. C'est un projet que AMCO voudrait mettre dans les prochains mois, voir dans quelle mesure renforcer ces critères de bonne gouvernance. Là, pour ce qui est des courants, des vagues de chaleur, c'est aussi une idée. Mais le plus important, c'est d'abord une coordination basique des valeurs de l'AMP. Merci. Ok, il y a une autre question. iPhone, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que tu as la parole? Alors, bonjour, je suis Liliane, sympathisante de AMCO, qui suit les actions que AMCO mène par rapport à la protection de la faune marine. Je voudrais savoir, par rapport à la pollution, quelles sont les actions que AMCO a mis en place ou alors que AMCO compte mettre en place, parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas que la pêche à outrance qui pourrait conduire à la disparition des espèces protégées. Il y a également la pollution.
Alors, quelles sont les actions justement que AMCO a mis ou alors compte mettre en place voilà, pour sensibiliser les populations justement par rapport à la pollution de notre, comment je vais appeler ça, de nos fonds marins. Voilà. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Merci beaucoup, Liane. Une très très bonne question. Dans la pêche industrielle, pas la seule, mais lorsque je faisais la présentation, vous avez vu qu'il y a la pêche industrielle, il y a la pollution sonore, il y a l'extraction pétrolière, il y a la pollution plastique. Donc il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur nos AMP, sur nos milieux marins. On ne peut pas les attaquer au même moment. On les attaque de façon, comment dire, crescendo. On les attaque au fur et à mesure. Alors, pour ce qui est de la pollution, pour le moment, c'est la sensibilisation que nous faisons, beaucoup de sensibilisation. Il y a un événement qu'on appelle Streetwell à AMCO qui est organisé chaque année au niveau des crédits. Il y a une activité qu'on pratique souvent, c'est le nettoyage des plages. Je pense qu'on le fait souvent aussi au niveau des Limbé. Des actions comme ça où on a des jeunes qui, voilà, à travers cette activité, essaient un peu de sensibiliser la communauté que les déchets plastiques ont un impact sur la population chronique du milieu marin. Donc, beaucoup de sensibilisation pour ce qui est la pollution, des affiches, des pancartes, pour leur faire comprendre quel impact que la pollution a sur la faune marine. Et là aussi, comme autre action, c'est avec les pêcheurs, il y a une application qu'on appelle Sirène qui essaye de dénoncer toute forme de pollution qui est observée, c'est-à-dire les marées noires, ce sont les marées noires, ce sont comme celles-là, ce sont les menaces. Donc, et la dénonciation de ces observations en termes de pollution. Tout ça nous permet d'avoir beaucoup d'éléments en fait, afin de faire du plaidoyer en quelque sorte. Donc, pour le moment, on fait de la sensibilisation sur les plages. Donc, pour les données sur les observations de pollution, on va porter le tour et faire une forme de plaidoyer. Voilà ce que nous faisons pour d'action. Allô? Edith, tu nous suis? Je vous suis. Ok, super. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame, allez-y. Bon, alors, oui, je suis très satisfaite par la réponse, hein, merci beaucoup. Aussi, je constate, comme vous pouvez le constater également, que la pollution n'est pas que dans les zones côtières. La pollution, elle est vraiment... On constate que la pollution, c'est vraiment elle est répandue dans toutes les villes du Cameroun. On ne va pas juste dire Cameroun, et même dans le monde. Alors, est-ce que AMCO ne pourrait pas, c'est une suggestion, hein, est-ce que AMCO ne pourrait pas, au-delà de ses actions dans les zones côtières, mener également des actions de sensibilisation contre la pollution dans les autres villes, dans les grandes villes? Parce que dans les autres villes, on a les bouteilles plastiques un peu partout, on a les ordures ménagères un peu partout. Est-ce que AMCO ne pourrait pas justement étendre sa sensibilisation en dehors des villes côtières? Ok, merci beaucoup pour la question qui est très intéressante. Alors, par définition, on est opérationnel de façon crescendo au fur et à mesure. Et quand on ne peut pas tout faire au même moment, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des collaborations. Donc, la stratégie aussi qu'AMCO a eu à mettre en place, c'est de créer un réseau qu'on appelle CAMNET, un réseau d'acteurs qui font des actions pour protéger le marin et côtier. Ça fait que tous ces acteurs seront ensemble et pourront protéger l'habitat et la faune du marin côtier.
Ok, merci beaucoup, Eddie, pour ces éclairages. Je vais juste ajouter quelque chose à madame. Vous savez, maintenant est un travail intense et nous ne pouvons pas le mener seul. Nous travaillons en collaboration avec d'autres organisations et chacune de ces organisations a parfois des spécialités. Il y a des organisations qui ont un focus vraiment sur, qui touchent de plein pied les questions de pollution plastique. Est-ce qu'un projet à long terme, puisque le travail de conservation est un travail de longue haleine, c'est un travail transgénérationnel, ce que AMCO fait, c'est que nous éduquons les petits, puisque nous allons passer, il y aura une génération ou des générations qui vont nous succéder. Donc, nous inculquons déjà aux petits à travers notre programme d'éducation environnementale dans les établissements scolaires. Nous les apprenons déjà qu'il est important de préserver l'environnement, qu'il est important de bien gérer les déchets plastiques. Donc, c'est à travers ce programme CAMCO, je pense qu'il peut impacter à long terme la question de pollution plastique. Donc, moi, Eddie, moi, j'ai une question. Je vais rester un peu focus sur la thématique. Sur une échelle de 1 à 10, Oui. comment évalues-tu la gestion actuelle des aires marines protégées au Cameroun, cas par cas, au cas du parc national de Douala-Idéa, le cas du parc marin Manyangé, Nailombo Campo? Et pour chacune de ces aires marines protégées, qu'est-ce qu'il faut exactement pour que les gestions soient efficaces? Ah, d'accord, ça c'est une très bonne question. J'ai eu la chance de participer à l'évaluation de l'efficacité de gestion de 3 aires protégées, donc la réserve de fond du lac Ossa, le parc national de l'Aidéa et le parc marin Manyangé Nailombo Campo. Donc je vais me limiter uniquement à ceux qui sont au niveau de la partie marine, donc Douala-Idéa et le parc marin Manyangé Nailombo Campo. Alors, ces deux AMP, lorsqu'on essaie un peu d'apprécier l'indice AMET, c'est-à-dire avec l'outil AMET que nous avons utilisé, personne ne dépasse une note finale de 50. Alors, personne ne dépasse une note finale de 50. Il y a également 2 aspects. S'il te plaît, 50, c'est combien? 50 sur 100. 50 sur 100. Ah, ok. Ah, d'accord. Oui, 50 sur 100. Personne ne dépasse une note de 50 sur 100, n'est-ce pas? Et au-delà de ça, les intrants sont tellement, on va pas dire tellement, mais les intrants ne sont pas suffisamment injectés. Quand il y a des intrants, ce sont des capacités, ce sont des compétences, c'est le matériel. Du coup, pour les 2 AMP, l'impact est toujours autour de 10 et moins de 10%. L'impact. Donc, les 2 AMP ont sensiblement le même problème. Pourquoi? Il n'y a pas la planification. Lorsque je vous ai parlé de la planification tout à l'heure, je veux dire que la planification est matérialisée avec le plan de gestion. Il n'y a pas de plan de gestion depuis la création. C'est vrai que le parc marin est récemment été créé et doit aider quand même depuis 1948. Le parc marin est récemment créé, mais il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur ce parc marin-là. Donc, du coup, pour mieux planifier, il faudrait élaborer un plan de gestion. C'est de 1, élaborer le plan de gestion. Parce que dans le plan de gestion, qu'on va concilier donc tous les besoins en termes de matériel, en termes de compétences et en termes d'action qu'il faudrait implémenter dans le parc marin pour améliorer son fonctionnement. J'essaie un peu de faire une comparaison des trois parcs marins, des caractéristiques que vous avez vues. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Ok, s'il n'y a plus de questions, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup, Eddie, pour cette excellente présentation et pour toutes les informations que tu nous as données. J'invite les participants, remercie les participants d'abord d'être venus à cette autre édition d'Anco Webinar Series et je demande aux participants de rester scotchés à nos différentes pages sociales et de participer aux prochaines éditions d'Anco Webinar Series.